Il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge du fer, il y a eu l'âge du carbone, avec le charbon, le pétrole et le gaz, et aujourd'hui on est dans l'âge de la connaissance. Aujourd'hui un baril de connaissance, ça vaut beaucoup plus cher qu'un baril de pétrole. Prenez les Coréens par exemple, ils exportent plus que la Russie parce qu'ils vendent des produits très transformés et que les Russes vendent surtout des matières premières. Quand vous vendez du savoir, vous êtes plus riche que quand vous vendez de la matière première. L'enjeu du XXIe siècle, c'est donc d'extraire la connaissance de façon plus efficace et de surtout mieux la raffiner. Parce qu'exactement comme le pétrole peut être raffiné en toute une série de carburants et toute une série de matières plastiques après transformation, la connaissance aussi a besoin d'un raffinage et pour ça, il faut la transférer du puits jusqu'à l'usine. Pour passer à une société basée sur une économie de la connaissance, il faut mettre en place une économie circulaire de la connaissance. C'est là où des technologies nouvelles comme les tokens qui s'appuient sur des technologies de type blockchain apportent un vrai plus et sont l'innovation qui rend tout cela possible. La recherche fondamentale sur le plan budgétaire en France est très efficace. Prenez par exemple le budget de climatisation des forces armées américaines, c'est 22 milliards de dollars par an. Le budget du CNRS, c'est 3,8. Donc avec un budget qui n'est même pas un sixième de la climatisation des forces armées américaines, la France arrive à avoir toutes ses médailles Fields et ses prix Nobel. Quand on est scientifique, quand on est chercheur, en fait, on est hyper spécialisé dans un domaine de recherche particulier. Et ce n'est pas là que naît l'innovation. L'innovation naît à l'interface des sciences. Et vraiment, donc, pour innover, il faut sortir de son laboratoire, confronter ses idées à d'autres domaines scientifiques, et c'est là que naît l'innovation. L'économie de la connaissance, c'est un peu comme le cycle de l'eau. La recherche fondamentale, c'est l'évaporation. Ça évapore de la connaissance qui va être accessible à tout le monde. Et ensuite, il y a la précipitation. Et ça, c'est les emplois. Eh bien, un pays peut avoir une excellente recherche fondamentale, évaporer beaucoup de nuages de grande qualité, très purs, et ces nuages peuvent pleuvoir leurs emplois et leurs produits intérieurs bruts ailleurs. On se rend compte avec le recul que le fait de pouvoir contacter tout le monde fait qu'en fait, on arrive à être proche de relativement personne. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans des milieux complexes comme le milieu de la relation entre ceux qui produisent la connaissance et le savoir et ceux qui l'utilisent. Ce qu'on a appelé le transfert de technologie ou ce qu'on peut appeler la formation, puisque ça relève de la même essence. Alors évidemment, la langue que parlent les gens du monde de l'Eureka et la langue que parlent les gens du monde du catching n'est pas la même. Aussi bien on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, eh bien les gens du pays Eureka et les gens du pays catching ne parlent pas la même langue. Du coup, le passage de relais entre eux peut être très difficile. En fait, Internet et le numérique, jusqu'à ce jour, n'a pas permis de rapprocher des gens dont l'univers était très lointain, des gens qui ne parlaient pas le même langage, des gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs, qui n'avaient pas les mêmes projets et surtout qui ne vivaient pas dans les mêmes lieux. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a toujours autant de difficultés à rentrer en communication avec un laboratoire. Alors ce que je rêve, c'est vraiment de faire tomber la barrière, ou moi ce que j'appelle le mur de Berlin entre deux mondes. Le monde public, le monde académique et le monde privé. En fait, ces deux mondes ont besoin de discuter ensemble, de se parler pour pouvoir développer des innovations. Pourquoi développer ces innovations? Tout simplement pour les rendre à la société et pour développer notre économie. C'est une fabuleuse façon de sortir de la limite de ses connaissances et de développer véritablement ce qui va commencer à s'appeler de l'intelligence. Une capacité à créer, une capacité à imaginer, une capacité à, comme on le dit aujourd'hui, sortir du cadre, créer de nouvelles possibilités. À l'âge du carbone, on voit se développer des infrastructures dédiées, le train, puis les pipelines, les raffineries, etc. À l'âge de la connaissance, on voit se développer les mêmes infrastructures, mais pour les savoirs. Par exemple, Al Gore et Bill Clinton, dans les années 90, avaient parlé des autoroutes de l'information. Ça, c'était la fibre optique, les câbles en cuivre coaxiaux, pour transporter des 0 et des 1. Et maintenant, il nous faut la même chose pour transporter des savoirs, c'est-à-dire jusqu'à la tête d'humains, d'acteurs en chair et en os. Ces infrastructures sont mûres au XXIe siècle. Aujourd'hui, on peut tous constater que le monde change de plus en plus vite. Ça soulève des craintes. Et pourtant, je pense que c'est une réelle source d'opportunité. Une réelle source d'opportunité parce qu'on sort des modèles. Tout d'abord, on va pouvoir dissocier les échanges de connaissances de l'argent.
On ne parle pas de monétisation des connaissances, mais d'un système d'échange où on gratifie ceux qui contribuent le plus. Le gros intérêt de la blockchain, c'est qu'elle va créer des lieux, elle va créer des registres sur lesquels on va pouvoir stocker de façon irréversible de l'information, tout en la sécurisant et tout en pouvant l'opposer aux tiers. Aujourd'hui, toutes les technologies qui se développent vont dans le sens de cette décentralisation et permettent la véritable création d'une intelligence collective. La blockchain, par exemple, permet à chaque individu, de façon certifiée, de stocker son information sans qu'il y ait un organisme central qui valide et qui certifie l'information stockée. C'est simplement une information partagée ensemble, certifiée et infalsifiable.